Salut tout le monde, bienvenue à cette 13e vidéo sur le jeu Napoleon in Egypt qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans cette vidéo, je vais vous donner l'update de développement numéro 1 de ce qui sera peut-être une série de quelques updates de développement. Autrement dit, je vais vous tenir au courant de percées de développement, de changements significatifs qu'on va apporter au jeu au fur et à mesure là, qu'on avance dans les playtests. Là. Euh, c'est à moitié une vidéo sur Napoléon in Egypt, puis à moitié une continuité de ceux qui sont curieux puis qui ont écouté la playlist là, sur le design d'un jeu. Là. Si vous voulez savoir des fois ce qui se passe en coulisses, le raisonnement derrière des changements qui sont apportés à des jeux en cours de route, là, vous êtes au bon endroit aussi, là, parce que je ne ferai pas juste me concentrer sur les mécaniques, là, mais je vais vous expliquer d'où on vient avec ça, qu'est-ce qui nous a passé par la tête pour changer ça, puis bon. Fait que, on se retrouve au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on est rendu à 330 précommandes sur le P500, on est encore à 170 de pogner le 500, donc on sait qu'on est probablement là à quelques mois encore facilement là, que le jeu fasse la cote. Fait qu'on a le temps de réfléchir encore puis de raffiner tout ça, là. Donc, trois changements dont je veux parler. Le premier, qu'on voit quand même assez souvent là, dans un jeu, là, c'est de couper quelque chose, de se débarrasser de quelque chose. Et dans notre cas, là, ce fut l'action d'espionnage Opening the Gates qui a été complètement éliminée. Donc, je parlais avec Pascal et Tom. Dans son itération actuelle, à peu près personne l'utilisait. Elle coûtait trop cher. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui coûte trop cher, il faut le jeter aux poubelles. La première question qu'on se pose, c'est bon, est-ce qu'on peut ajuster le coût de cette action-là? Là, il y a toujours le fameux sweet spot. Là, vous ne voulez pas que ça devienne, comme on dit, un no-brainer. À chaque fois que quelqu'un assiège un espace, c'est tellement économique de faire ça que les gens le font à tout coup. Mais en même temps, vous voulez que ce soit suffisamment attrayant pour que les gens le fassent une fois de temps en temps. Sinon, à quoi bon que ça prenne de la place dans les règles, puis dans un player aid, puis etc. Après discussion, souvent les sièges dans ce jeu-là sont faits avec des- une quantité considérable d'unités. Même pendant les sièges, là, c'est pas rare que les formations vont brasser là, 8 dés, par exemple. Euh, donc, là, de faire opening the gates, que ce soit facile, moyennement facile ou difficile, là, ça changeait pas grand-chose. Fait que ce qu'on a fait, puis le luxe qu'on a quand on fait un card-driven game, c'est qu'on a coupé l'action, elle n'existe plus. Par contre, elle a été immortalisée sur une carte. Fait que, on a pris essentiellement, bon, là, ça nécessite, je ne me rappelle plus exactement comment est-ce qu'on a tweaké la carte, là, mais on en a fait une carte essentiellement, là, où neutre, je pense, qui est bonne pour les deux joueurs. Si le moment est bien choisi, là, ben, un joueur peut jouer cette carte-là puis ne pas avoir à réduire de moitié la quantité de dés qu'il lance dans le cas d'un assaut, là. Fait que la saveur demeure, le thème demeure, mais sous forme de carte plutôt que sous forme de quelque chose qui va prendre la place dans le rulebook, demander une charge mentale de plus pour les lecteurs là, quand ils vont consulter le player aid de l'espionnage. Donc là, on est revenu avec seulement trois actions d'espionnage, agitation, ambush, puis la tentative d'assassinat. Deuxième changement digne de mention, puis je commence par vous expliquer d'où on vient avec ça. Euh, bon, le français là commence fort, on le sait tous, ramasse un paquet de villes sur le chemin et doit faire, je dois dire, un assez grand détour. Typiquement, le français, s'il est capable, va se rendre jusqu'à Thèbes. Ok, il va se rendre jusqu'à Thèbes ici, là. Thèbes étant une cité majeure, elle vaut quand même au final 4 points de victoire pour le français, fait que ça vaut la peine. Plus Ibrahim B, qui a essentiellement nulle part où aller, fait qu'il va éventuellement être capturé. Donc, souvent, le français fait le pèlerinage complet jusqu'à Thèbes. Bon, il y avait deux problèmes un peu gossants, je vais le dire comme ça, là. Étant donné la relative simplicité là, comparée à des jeux plus costauds comme Here I Stand ou Virgin Queen, la simplicité des assauts qui ne demandent pas nécessairement une ligne de communication, là, pour ceux qui connaissent Here I Stand puis Virgin Queen,
Souvent, on voyait le Français là, passer par-dessus les petites villes comme Meunier, là, puis courir après, bon, soit à Mourad Bey ou peu importe, là. Et il s'enfonçait dans le corridor de Thèbes, puis souvent, il laissait ces villes-là occupées par les Mamelouks, en se disant, tu sais, dans le fond, je les pognerai en revenant. Il n'y a pas assez de monde ici pour que ça vaille la peine, là. Je vais les pogner en revenant, puis je vais amener là, ma plus grosse force ici là, pour venir faire face à Ibrahim Bey et sa bande, là. C'est correct, c'est réaliste. Tom me disait, là, puis j'en ai parlé dans les vidéos sur le jeu, là, que tu sais, les villes étaient pas très fortifiées. Là, fait qu'à la limite, il voyait de grosses armées françaises qui voulaient passer. C'est comme après vous, allez-y. Ça nous fait plaisir. Fait que réalistement, c'était correct. Bon, par contre, au niveau gameplay, ça faisait en sorte là, qu'évidemment, là, le français courait après très vite. Comme je disais, le Mourad, où se rendait à Thèbes relativement rapidement. Quand le français était à Thèbes, le vrai problème que ça causait, il était là souvent avec Napoléon, des fois Kléber ou Desaix, puis les réguliers qui lui restaient. Ben, autour du tour 3 ou 4, là, au moment où la capture de Thèbes était faite, là, souvent on assistait genre à un demi-tour où tout ce que le français faisait, c'était revenir avec Napoléon. Parce que mine de rien, là, si vous comptez les spaces là, de Thèbes au Caire, c'est 10 spaces. Alors à 1 AP par space, 10 AP, avec la valeur des cartes dans le jeu, là, souvent ça prenait la moitié d'une main. La moitié d'une main de cartes là, dédiée là, uniquement à revenir, laisser des petits bonhommes en chemin, peut-être même faire les sièges qui avaient passé par-dessus entre-temps, là, puis s'en revenir jusqu'ici pour enfin être prête à commencer la campagne contre les Ottomans. C'est pas un problème en soi, ça donne un petit temps mort, tu sais, dans les jeux, on aime mieux, bon, les bouts un peu plates, là, tu sais, c'est pour ça que c'est pour ça que le mouvement stratégique existe dans la plupart des jeux, là, c'est parce que, tu sais, les bouts plates de juste déplacer des unités pendant de longues distances, là, c'est pas ça qui fait pour les face-à-face les plus excitants. Alors, ce qu'on a fait, nouvelle version du board ici, toutes les spaces qui sont en bordure du Nil. Donc, on reconnaît le Nil en filigrane. Toutes les spaces qui sont en bordure du Nil ont maintenant un petit symbole dedans. Euh, Tom et Pascal me disaient là, que c'était en fait un hiéroglyphe égyptien qui veut dire le sens de la navigation sur le Nil ou quelque chose comme ça. Là, je ne me rappelle pas exactement, là. Ils pourront préciser dans les commentaires s'ils sont à l'écoute. Alors, bref, toutes ces spaces-là, le français spécifiquement, à la fin de chaque tour, a la possibilité de redistribuer ses forces sur ces spaces-là. Autrement dit, là, derrière le rideau, là, euh, pendant qu'on n'est pas en train de filmer, là, le français là, peut ramener des troupes le long du Nil ou au contraire ramener des troupes là, en haut du Nil. Fait que, par exemple, si on arrive à la fin du tour dans le scénario que je parlais, puis Napoléon est ici avec un autre général français puis un paquet d'unités, en autant que toutes les spaces ici ne contiennent pas d'unités ennemies, là, ben à la fin du tour, automatiquement, Napoléon et autant de réguliers que vous voulez là, pourraient être rapatriés au Caire. Fait qu'il est utile de dire que c'est une hostie d'économie d'OP, par exemple, pour le français. Alors ça, c'est l'autre affaire quand vous designez un jeu. Là, c'est ah là, c'est le fun, on est excité, mais là, faut toujours penser à préserver l'équilibre là-dedans. Je rappelle que dans le bon vieux temps, le français aurait probablement été obligé de dépenser 10 AP de sa main pour faire ça, là, avec des délais en plus là, pendant lesquels l'allié aurait pu renflouer des villes ou déplacer des troupes, peu importe, là, faire de l'espionnage, faire du trouble pendant que le français est occupé à faire ça. Donc on savait qu'on avait une dette envers l'allié, c'est un peu comme ça qu'on appelle ça dans le design, là, c'est-à-dire que là, voici une nouvelle règle, une nouvelle mécanique qui n'avantage que le français exclusivement. Puis là, ben, tu sais, il y a rien de parfait, là, mais on essaye de chiffrer ça. Tu sais, comme je dis, là, j'ai parlé d'une dizaine d'OP. Fait que là, il faut trouver une façon de ramener le balancier vers l'allié. Tout ça en présumant que le jeu était équilibré au départ, ce qui n'est pas encore certain, étant donné qu'on est en playtest puis que le jeu est en mouvance un peu. Mais c'est sûr et certain, c'est un changement qui avantage l'allié. Par contre, le français, dis-je, par contre, ça donne plus d'action dans les games, ça enlève des temps morts, des bouts un petit peu plus boring,
où il y avait essentiellement juste de la redistribution de troupes à travers les villes. Et ça encourage le français à faire la prise de ces villes-là de manière un petit peu plus méthodique. Alors là, maintenant, par exemple, s'il passe par-dessus Meunier, parce qu'il est pressé de courir après Mourad, ou qu'il est pressé d'aller assiéger une ville en particulier, ben là, il va falloir que le Français soit conscient que quand va venir le temps de son fameux regroup, qui est le nom qu'on a donné à cette phase-là à la fin du tour, ben, il ne pourra pas aller au-delà de Meunier, parce que Meunier est encore contrôlé par les Alliés. Fait que c'est en test, on essaye ça pour voir, puis c'est le premier de deux gros changements qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on va faire en contrepartie? Moi, j'avais parlé de peut-être allonger les tracts scientifiques d'une case chacune. Ça, c'est sûr, c'est l'équivalent de 3 AP de plus pour le français pour atteindre ses progrès scientifiques. Fait que, il y a des façons, si on voit qu'effectivement, ça l'avantage beaucoup le français. Il y a des façons, là, comme je dis, de ramener ça dans le milieu sans problème. Et le deuxième gros changement, puis c'est gros changement, le mot est faible, c'est la refonte complète du système naval. Mais alors là, complète. Alors regardez ça ici. Essentiellement, on avait, je vais le résumer comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai résumé quand je l'ai proposé à Pascal et Tom. On avait au final, je pense, 5 pages de règles sur tout ce qui concernait le naval. Tout ça pour, au final, probablement une seule bataille navale significative. Fait que je répète, là, si c'est loin dans votre esprit, là, mais le français avait une stack navale quand même très potable, avec un amiral aussi potable, et même affaire pour l'anglais, qui avait Nelson ici. Là. Alors c'était très âprement disputé. Là. Chacun avait une et une seule flotte, avec à peu près le même nombre de bateaux à l'intérieur, à peu près la même force d'amiral. Puis à un moment donné, là, c'était lequel est le premier qui va se dégêner puis qui va sauter sur l'autre. Une chose est sûre, le premier joueur qui gagnait cette bataille navale-là, à 98%, là, gardait le contrôle de la Méditerranée pour tout le reste de la game. Puis la raison est simple, les deux camps ne peuvent pas recruter, ne pouvaient pas recruter des squadrons, on va le dire, par les voies naturelles. Les squadrons arrivaient en jeu via des événements, peu d'événements au final, qui ramenaient des bateaux. L'Allié pouvait recruter des squadrons, les squadrons légers ottomans, mais avec un des jaunes, là, c'était pas la mer à boire. C'est pas avec ça que l'Allié pouvait reprendre le contrôle de la Méditerranée là, contre la flotte française. Alors, le naval était ce qu'on appelle des fois en anglais un crap shoot, là. C'est-à-dire là, combat, puis là, haha, puis là, je t'ai eu, puis là, finalement, j'ai éliminé ta flotte, j'ai ramassé ton amiral, puis généralement, là, comme je disais, le joueur perdant ne se relevait pas de ça. C'était terminé. Puis là, ben, soit l'Allié avait le contrôle de la mer, ou le Français avait le contrôle de la mer. Alors, 5 pages de règles pour à peu près là, dans le jeu 2 minutes. 2 minutes où ce combat-là arrive, puis une fois que ça arrive, ben, comme je dis, il y a un joueur qui se couche complètement, puis qui fait plus rien sur l'eau. Puis l'autre joueur, lui, qui décide de se promener, puis de faire un paquet d'affaires. Ma proposition a été de simplifier ça beaucoup, puis c'est ce qu'on essaye en ce moment. Et personnellement, je suis très content du résultat, mais voici de quoi a l'air la nouvelle map. Alors là, en tout cas, on a éliminé quand même pas mal de connexions, là, si on veut. Là. Il n'y a plus de space sur l'eau. En fait, essentiellement, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus d'unités navales, il n'y a plus d'amiraux. OK? Et c'est ce qui fait le plus, on va dire, c'est ce qui fait le plus mal au cœur. Mais évidemment, Pascal était dans tous ses états parce que j'exagère là, mais tu sais, je veux dire, Nelson, l'amiral Nelson, un personnage historique, incontournable. Je vais le dire comme ça, mais personne jette Nelson aux poubelles. On peut pas jeter l'amiral Nelson aux poubelles. C'est comme jeter une photo du petit Jésus aux poubelles. On peut pas faire ça. C'est un sacrilège quasiment. C'est une saveur historique, c'est du thème. Mais encore là, dans un card-driven game, tout ce thème-là peut se retrouver sur les cartes quand même. Et on reconnaît Nelson, on va le reconnaître sur le flavor text sur les cartes puis tout ça. Mais au niveau des mécaniques, on est passé de 5 pages de règles navales à, je pense, une demi-page. OK?
C'est majeur pour un jeu dont l'objectif des designers est d'en faire euh, un jeu peut-être pas d'initiation à un wargamer, mais tu sais, un jeu de complexité quand même relativement basse, d'éliminer tout ce principe-là naval, c'est énorme, là. Parce que des joueurs débutants à Wargame se seraient pris la tête. C'était rien de dépeignant pour nous, peut-être, qui sommes expérimentés avec les Wargames, mais pour des joueurs qui commencent, c'était un overhead de plus, puis c'était une couche de plus de règles à maîtriser. Ce que j'expliquais à Pascal et Tom, essentiellement, c'est que si s'il y avait trois quatre mers, tu sais, imaginez là, qu'on dézoome, puis que là, il y a trois quatre mers, puis il y a trois quatre factions, puis toutes ces factions-là peuvent avoir des bateaux, puis peuvent recruter des bateaux, ben là, c'est certain que ça fait du sens de garder des règles navales plus complexes. Mais pour ce théâtre d'opération-là, pour ce qu'on voit qui est en jeu, puis pour ce qu'on essaie de faire, je pense définitivement que le nouveau système a beaucoup de potentiel. Alors, essentiellement, il y a une boîte maintenant qui s'appelle la suprématie navale. Cette suprématie-là peut être du côté français, elle peut être du côté allié, ou elle peut être contestée. Et il n'y a que des événements qui vont faire bouger ce marker-là. Donc, la campagne, par exemple, la suprématie navale commence contestée, comme c'était le cas au début, c'était contesté parce que les deux camps avaient des flottes quand même significatives. Puis en cours de partie, elle va se promener. Elle peut se promener du côté français, elle peut se promener du côté allié, elle peut rester du côté contesté. Puis essentiellement, ce qu'on voit ici, fait que ce qu'on a fait, c'est que, euh, je vais le dire comme ça, les spaces qui sont proches. Donc, Malte ici, là, est quand même à proximité d'Alexandrie puis de Damietta. Donc, les spaces qui sont proches sont reliés par un trait continu. Fait que même principe pour Chypre avec les ports qui sont ici, sont reliés par un trait continu. Puis vous avez un trait pointillé ici qui va relier essentiellement là, euh, ces, ces deux séries de ports-là, là. Puis les chiffres que vous voyez ici, c'est le coût en AP pour faire des mouvements navals. Fait que le transport naval continue d'exister. Fait que ça demeure une stratégie légitime dans le jeu. Fait que si la suprématie navale est contestée, ça va coûter 4 points. Euh, Ça va coûter 4 points de mouvement, 4 AP finalement, là, pour un camp, pour transporter des troupes selon les mêmes règles que le transport de troupes que j'ai parlé dans les autres vidéos, là, via une ligne continue. Ça veut dire que même si la suprématie navale est contestée, là, un camp peut se permettre de déplacer des gens, là, mettons dans le cas de l'Allier de Chypre à ici, là, de faire des petits déplacements qui, dans le bon vieux temps, étaient des déplacements relativement en cours. Par contre, si la suprématie navale est contestée, aucun des deux camps ne peut utiliser la ligne pointillée. Ça veut dire que le Français ne peut pas partir de Malte puis s'en venir sur les ports ici, et à l'inverse, l'Allié ne peut pas partir des ports d'ici puis s'en venir à Alexandrie ou à Malte. À partir du moment où un camp contrôle la mer, alors là c'est différent. Essentiellement, il fait pas mal ce qu'il veut. Fait que ça va lui coûter 1 AP de moins pour se déplacer sur les traits pleins. Donc 3 AP seulement pour faire du transport naval sur les traits pleins. Et 4 AP, et là, il a le droit même de passer par les traits pointillés. Si l'Allié contrôle la Méditerranée, là, la suprématie navale dans ce scénario-là, là, pour 4 AP, il peut prendre une stack qui se trouve n'importe où ici, ou à la limite n'importe où ici, puis s'en aller là, sur n'importe quel autre port. Ce qui était le cas avant, on a gardé ça au niveau des coûts d'AP là, à peu près pareil. Ce qui était le cas avant, si Nelson calissait la volée à Bruay puis se retrouvait tout seul sur la Méditerranée, ben essentiellement, si Nelson était parké là avec ses bateaux, ben, il pouvait ramasser une stack qui se trouvait là, puis pour 4 AP, il pouvait débarquer à peu près n'importe où sur la Méditerranée. Fait qu'on a gardé les coûts à peu près pareils, mais toutes les activités navales, la minutie, de prendre des bateaux, de charger des unités dessus, puis de dire, bon ben là, je pars d'ici, là, je m'en vais là, ça me coûte un, je m'en vais là, ça me coûte un, je m'en vais là, je débarque. Toute cette minutie-là est complètement maintenant encapsulée ou abstractée. Puis maintenant, on fait juste regarder combien ça coûte via la boîte ici, puis that's it. Fait que vraiment, puis c'était le cas aussi dans l'autre affaire. Fait que là, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas
il n'y a pas de ligne ici pour dire qu'est-ce qui arrive quand c'est contrôlé par l'adversaire. Ben, n'ajustez pas votre appareil. Dans ce cas-là, le français est cloué dans ses ports et ne peut pas faire de mouvement naval. Et c'était le cas avant. Je répète, si Nelson avait calissé la volée au bon amiral Bruet et à sa flotte, ben, le français en avait plus de bateau. Fait qu'il allait pas nulle part. Il pouvait pas en faire du transport naval. Anyway. Alors, on est quand même assez fiers parce qu'on a réussi avec, comme avec une demi-page de règles, d'avoir l'équivalent de 5 pages de règles là, à 95%. Là. Alors, pour les nouveaux joueurs là, qui vont lire les règles navales, ils vont dire ah, that's it, ok, c'est simple. Fait que, objectif accompli de simplifier tout ça, objectif accompli d'avoir moins de règles, puis objectif accompli de faire de ce jeu-là encore un meilleur jeu d'initiation pour des gens qui commencent dans le Wargame. Et en plus, là, laissez-moi vous dire que ça l'a crissement simplifié énormément de cartes. Alors ça, c'était la carte d'Aboukir avant, que là, ça disait, après que tu as gagné une bataille navale, tu peux éliminer tout le monde, tu peux enlever les amiraux, ta 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 ta. Il y avait une carte aussi qui s'appelait Chasing the French Fleet pour représenter le fait là, que Nelson se promenait partout sur la Méditerranée et cherchait désespérément la flotte française. Donc là, Nelson était retiré temporairement du jeu pour 2 tours, puis revenait 2 tours plus tard, puis le Français pouvait profiter de cette occasion-là pour taper le restant de sa flotte. Fait que faites une petite mémoire photographique, là, ne serait-ce que de la quantité de texte qu'il y a là-dedans, puis regardez qu'est-ce que c'est devenu. Alors, Aboukir, suite à la bataille d'Aboukir, là, ce fut essentiellement pas mal terminé pour le français sur l'eau. Fait que la carte Aboukir, maintenant, vous mettez la suprématie navale directement du côté allié. Puis le français discarte une carte aléatoirement, ce qui était aussi sur l'ancienne carte. Puis le chasing de French Fleet, tout simplement, c'est qu'on shift la suprématie navale d'un niveau vers le français pour représenter le fait que temporairement, il y a des escadrons anglais qui sont absents du théâtre d'opération parce que Nelson est parti à la recherche folle des Français. Donc, le Français bénéficie d'un petit répit, puis la suprématie navale chiffre d'une case vers lui. Fait que si Aboukir est joué en premier, mais qu'après ça, le Français joue Chasing the French Fleet, ben, la suprématie navale peut redevenir contestée. Jusqu'à temps peut-être que l'allié la ramène de son côté. Puis à peu près toutes les cartes qui ajoutaient des bateaux vont à la place gosser avec le marqueur de suprématie navale, vont l'envoyer d'un côté ou de l'autre. Par exemple, euh, la home card de l'Allié maintenant, la dernière partie du bas qui ajoutait 2 escadrons anglais à Chypre puis 2 unités régulières, maintenant va shifter la suprématie navale d'un niveau vers l'Allié et ajoute toujours ses 2 réguliers à Chypre. Fait qu'il y a une petite game de profiter quand même des moments où ça ouvre même la porte, étant donné que ça commence ici à contester, ça ouvre même la porte à une invasion de Chypre par le français. Fait qu'on a augmenté un petit peu la garnison à Chypre pour rendre ça un peu plus compliqué. Mais tu sais, il y a des scénarios très intéressants où le français fait ça, puis après ça, la suprématie navale tombe du côté allié. Alors là, le français est pogné avec ce qu'il a envoyé à Chypre, puis il ne peut pas les ramener sur le continent. Fait que c'est un pensez-y bien. Fait que ça ouvre la porte aussi à des ouvertures différentes. Fait qu'on on est bien content, nous, personnellement, de ces changements-là. C'est en cours de test. Puis j'espère que ça vous donne une idée là, des réflexions qui nous passent par la tête pendant qu'on design d'un jeu. C'est pas la fin de l'histoire non plus, là. Je suis certain qu'il va y avoir d'autres changements à venir. Mais pour l'instant, on garde ça de même, puis on commence à jouer une coupe de game là, pour voir comment ça se comporte sur le terrain. Voilà. Fait que aucune idée quand est-ce va être le prochain vidéo là-dessus. Ça peut être dans quelques mois. Mais je vous tiens au courant de ce qui se passe là, par rapport à Napoléon et l'Égypte. À plus!